Imaginez, vous êtes un soldat de l'une des plus grandes armées de votre temps. Il fait moins 40 degrés, l'air brûle vos poumons. Devant vous, rien. Du blanc à perte de vue. Vous n'existez plus. Cinq hommes sont morts. Ils n'avaient rien vu venir. Sans qu'ils le sachent, dans les forêts enneigées de Carélie, quelque chose les observait. Ces soldats ne seront que les premiers d'une longue, une très longue liste. En 100 jours, un homme va abattre à lui seul plus de 500 soldats de l'armée rouge. Les soviétiques lui donneront bientôt un surnom qui restera gravé dans la légende. La mort blanche. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un simple fermier est devenu le cauchemar de toute une armée. Je suis Benjamin, auteur, réalisateur et ancien marsouin des troupes de marine de l'armée de terre. Lors de mes missions, j'ai pu observer la bestialité humaine à travers le viseur de mon fusil. Sur cette chaîne, je vous présenterai des fragments de mémoire qui ont fomenté la longue histoire de la guerre. Suivez-moi pour un nouvel épisode de... Le nom de ce fermier, Simo Aya. Simo naît le 17 décembre 1905 dans le petit village de Rojärvi, au sud-est de la Finlande, et grandit dans une famille d'agriculteurs modestes. La ferme est isolée, les hivers sont longs, et le silence y est glacial. Simo est le cadet de la famille, petit de taille, plutôt réservé et peu bavard. Ce n'est pas un meneur charismatique, ce n'est pas un homme qui cherche à attirer l'attention. Mais Simo développe très tôt deux qualités essentielles, la patience et l'observation. La vie rurale finlandaise ne pardonne pas l'imprécision. Quand on chasse pour se nourrir, rater un tir signifie parfois ne pas manger. Simo passe donc des heures en forêt. Il apprend à lire les traces dans la neige, à comprendre la direction du vent, à anticiper le comportement d'un animal. Et surtout, il apprend à attendre. Attendre sans bouger, attendre sans parler, attendre sans penser à l'inconfort. Ça ne paraît pas spectaculaire à première vue, mais il se forge une discipline mentale hors norme. Dans les années 20, il rejoint la garde civile finlandaise, une organisation paramilitaire composée de citoyens volontaires destinés à défendre le pays en cas de menace. Là, il s'entraîne au tir de manière plus structurée et participe à des compétitions locales. Très vite, une chose devient évidente. Il n'est pas seulement bon, il est précis de manière exceptionnelle. Pas flamboyant, pas rapide, mais méthodique. Il ajuste, il respire, il tire, et il touche. Encore et encore. Il s'entraîne avec un fusil Mosin Nagant, dérivé du modèle russe mais amélioré par les armuriers finlandais. Il apprend son arme par cœur. Le poids, la détente, le recul. Chaque jour, il s'entraîne à tirer en conditions réelles. Par mauvais temps, sous la neige, par vent latéral. Contrairement à beaucoup de soldats de carrière, Simo n'est pas un homme façonné par la guerre. Il est façonné par la nature. Il n'a pas connu les grandes académies militaires, il n'a pas étudié la stratégie à haut niveau. Mais il possède quelque chose de plus rare, une maîtrise totale de lui-même. Chétif, à l'âge adulte, il mesure seulement 1m52. Une silhouette qui passe inaperçue, un visage ordinaire, un regard calme. Personne, en le croisant dans son village, n'aurait imaginé qu'il deviendrait l'un des tireurs les plus redoutés de l'histoire moderne. Quand la mobilisation générale est déclarée en 1939, Simo a 34 ans. L'Europe s'embrase, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre. La Seconde Guerre mondiale vient de débuter. Mais derrière ce conflit spectaculaire, un autre accord plus discret vient d'être signé. Le pacte germano-soviétique. Un accord entre Hitler et Staline, un partage silencieux de l'Europe de l'Est. Dans les protocoles secrets, les pays baltes sont attribués à la sphère d'influence soviétique. Parmi elles, la Finlande. Pour Moscou, la Finlande est un problème stratégique. Leningrad se trouve à moins de 40 km de la frontière finlandaise. Staline exige alors des concessions territoriales, des bases militaires et un recul de la frontière. La Finlande refuse. Ce petit pays de 3,7 millions d'habitants refuse de céder face à l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Et le 30 novembre 1939, sans déclaration de guerre officielle, l'Union soviétique envahit la Finlande. Des bombardiers frappent Helsinki, des colonnes blindées traversent la frontière carélienne, des divisions entières avancent à travers les forêts enneigées. Près d'1 demi-million de soldats soviétiques sont mobilisés pour l'opération. En face, à peine 180 000 Finlandais. Peu d'artillerie lourde, presque aucun char, une aviation minuscule. Sur le papier, la Finlande ne peut pas gagner. Les généraux soviétiques parlent d'une campagne de 2 semaines. Ils pensent marcher tranquillement jusqu'à Helsinki. Mais ils ignorent une chose essentielle. La Finlande en hiver n'est pas un simple territoire. C'est un labyrinthe blanc, des forêts épaisses, des lacs gelés, des routes étroites, des températures qui chutent jusqu'à moins 40 degrés. Alors que les soldats soviétiques avancent en colonnes longues et rigides, équipés pour une guerre conventionnelle, les Finlandais, eux, se déplacent à ski. Ils frappent vite, comme des ombres, puis disparaissent.
Il divise les colonnes ennemies, les encercle, les isole. C'est la naissance de la tactique du Mochi. Fragmenter l'ennemi, le couper de ses ravitaillements, l'épuiser. La guerre devient asymétrique. Ce n'est plus une question de puissance brute, c'est une question d'adaptation. Et dans ce type de guerre, certaines compétences deviennent décisives. La discrétion, la patience, la précision. Vous commencez donc à comprendre comment ce conflit va révéler notre protagoniste. Quand Simo part, il laisse derrière lui sa ferme, ses champs, ses chiens de chasse. Il ne part pas avec exaltation, il ne part pas avec colère, il part parce que son pays est attaqué. Et au moment où il enfile son uniforme blanc pour la première fois, tout ce qu'il a appris dans le silence des forêts finlandaises s'apprête à trouver un terrain d'expression brutale. La guerre ne va pas créer Simo Häyhä, elle va révéler ce qu'il était déjà. Un homme capable de rester immobile dans le froid pendant des jours entiers. Un homme capable de contrôler sa respiration au point de la faire disparaître. Un homme capable de tirer sous moins 40 degrés sans trembler. Et bientôt, dans les forêts glacées de Carélie, le petit Simo Häyhä deviendra le cauchemar de l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Nous sommes maintenant en décembre 1939 sur le front de Kola en Carélie orientale. Ce jour-là, la température descend à moins 35 degrés. À ces températures, le métal colle à la peau, les armes gèlent, les paupières peuvent se figer si l'on cligne des yeux trop longtemps. Le monde devient blanc. Blanc au sol, blanc dans les arbres, blanc dans le ciel. L'air est si épais qu'il semble absorber le son. Au loin, on entend parfois le grondement sourd de l'artillerie soviétique. Puis plus rien. Dans ce décor irréel, une silhouette avance lentement à ski. Uniforme blanc, capuche blanche, fusil porté bas. Simo Häyhä rejoint sa position. Il observe les lignes soviétiques à travers les arbres. Des colonnes avancent sur une route étroite bordée de forêts. Uniforme sombre, mouvement lourd, formation dense. Simo choisit simplement un point légèrement surélevé, avec une vue dégagée et s'allonge dans la neige. Puis il commence son rituel. Il compacte la neige devant lui avec précaution. Une surface dure, stable, pour y caler son canon et éviter que le tir ne soulève la poudreuse. Il vérifie le vent, inspire, expire lentement. Il ne monte pas de lunettes sur son fusil. Contrairement à beaucoup de snipers, il refuse l'optique. Une lunette peut refléter la lumière du soleil sur la neige. Un éclat minuscule peut suffire à révéler sa position. Et surtout, une lunette oblige à relever légèrement la tête. Il préfère les organes de visée mécanique de son Mosin Nagant M2830, plus fiable et moins fragile par grand froid. Puis il fait un geste étrange. Il prend de la neige et la met dans sa bouche, pour refroidir son souffle et que sa respiration ne crée pas de vapeur dans l'air glacé. Chaque détail compte, chaque détail peut sauver sa vie. Le temps passe, 1 heure, 2 heures. Simo reste là, immobile à attendre le bon moment. Les soldats soviétiques avancent, confiants. Ils pensent affronter une armée en retraite, mal équipée, démoralisée. Ils ignorent qu'ils sont observés. Simo choisit sa cible. Il repère l'officier le plus haut gradé et ajuste sa visée. Son doigt se pose sur la détente. Il ralentit sa respiration. Inspiration, expiration, pause. Le coup part. Sec, net. L'officier touché au cou s'effondre dans la neige. Pendant 1 seconde, personne ne comprend. Puis le chaos. Les soldats se jettent au sol, cherchent une direction, un éclair, un mouvement. Mais il n'y a rien. Juste la forêt blanche et le son du vent. Simo reste immobile. Il ne se précipite pas, il attend. Un soldat soviétique se relève, paniqué. 2e tir, le soldat s'effondre. Silence à nouveau. Les soviétiques tirent au hasard dans les arbres. Les balles frappent les troncs, la neige explose en gerbes blanches. Mais lui ne bouge toujours pas. Il n'est tout simplement pas là, il est invisible. Ce jour-là marque le début de sa guerre. Il rentre à sa position avec 4 cibles abattues, dont 2 officiers, et ce n'est que le commencement. Les jours suivants, il répète le processus. Toujours la même méthode, toujours la même patience, toujours la même précision. Il ne cherche pas à accumuler un record. Il applique une logique simple, réduire la capacité de commandement, créer la peur, désorganiser l'avance. Rapidement, les rapports soviétiques mentionnent un tireur d'élite extrêmement actif dans le secteur de Kola. Des officiers tombent, des mitrailleurs disparaissent, des éclaireurs ne reviennent pas. Les soldats russes commencent à parler avec effroi d'un sniper invisible. Ils l'appellent Beleïa Smert, la mort blanche. Et plus ils le cherchent, plus ils s'exposent. Staline, furieux, déploie alors ses meilleurs snipers sur le front carélien. Des hommes formés, expérimentés, habitués aux conflits précédents. Ils reçoivent un objectif clair, éliminer la mort blanche. Certains s'installent dans les arbres, d'autres tentent des approches lentes, méthodiques, mais la forêt n'est pas neutre. Elle appartient à ceux qui la comprennent.
Plusieurs de ces tireurs soviétiques sont abattus avant même d'avoir identifié leur cible. Un duel silencieux se joue à des centaines de mètres. 2 respirations, 2 détentes, un seul survivant. Simo détruit toutes ses cibles dans un froid qui paralyse les doigts. Parfois à plus de 300 mètres, ce qui est exceptionnel vu les conditions climatiques et rappelons-le, toujours sans lunettes de visée. Dans cette guerre d'hiver, en seulement 100 jours, on lui attribue déjà officiellement plus de 505 cibles abattues avec son fusil, sans jamais être opéré. 505, auquel il faut ajouter environ 200 ennemis abattus à courte distance, sur ses skis, avec son pistolet mitrailleur. Mais au-delà des chiffres, ce sont les effets qui comptent. Des unités soviétiques ralentissent, des colonnes refusent d'avancer sans couverture lourde, des officiers modifient leurs plans. Un seul homme influence un front entier. Dans les rapports soviétiques, son surnom revient de plus en plus souvent, Pelaya Smert. La peur s'installe. Ce n'est plus seulement une guerre territoriale, c'est une guerre psychologique. Et la réponse soviétique devient brutale. L'artillerie soviétique commence alors à frapper les zones boisées de manière massive. Des barrages entiers sont déclenchés sans cible précise. Des hectares de forêt sont pulvérisés. Les explosions secouent la neige, les arbres éclatent, des éclats de bois et de métal volent dans toutes les directions. Le sol tremble. La panique s'empare des unités de l'armée rouge à cause d'un seul homme. Mais cet homme est toujours là. Il change légèrement de position après chaque engagement important, jamais trop loin, jamais au hasard. Il connaît le terrain mieux que quiconque et continue ses éliminations. Encore et encore. Une prime est mise sur sa tête. Les bombardements se concentrent sur le secteur de Kola. Des tirs de mortier pleuvent sur les positions finlandaises. Et pourtant, chaque matin, Simo reprend sa place. Mais plus la guerre s'intensifie, plus le hasard devient dangereux. Début mars 1940, les Soviétiques lancent une offensive majeure. Plus d'hommes, plus d'artillerie, plus de pression. Les lignes finlandaises sont sous tension constante et les échanges de tirs deviennent permanents. La neige n'est plus immaculée. Elle est criblée de cratères noirs, tachée du rouge du sang et marquée par les éclats d'obus. Ce n'est plus la chasse silencieuse des premières semaines, c'est un front saturé de bruit. Et dans ce chaos, la chance commence à tourner. Depuis des semaines, Simo Aya vit dans cette tension permanente où chaque déplacement peut être le dernier, où chaque éclair dans la neige peut signifier qu'un autre sniper l'a repéré. Ce matin-là pourtant, quelque chose semble différent. Les bombardements se sont calmés et un silence instable l'a remplacé. Simo se met en position, comme il l'a fait des centaines de fois auparavant. Son Mosin Nagant repose contre son épaule, comme une extension naturelle de son corps. Il observe une zone où l'activité soviétique a été signalée. Des mouvements discrets entre les arbres, peut-être des éclaireurs, peut-être un autre sniper, il ne sait pas. Ce qu'il sait en revanche, c'est que quelque part dans cette même forêt, un autre homme est sûrement allongé à le chercher à travers sa lunette. Un homme qui a reçu un ordre simple, éliminer la mort blanche. Le vent est faible, la visibilité est correcte. Simo ajuste légèrement son angle. Il fixe un point sombre entre 2 troncs. Il attend le mouvement. Il ne sait pas que dans cet instant suspendu, quelqu'un a déjà trouvé son reflet. Peut-être un éclat minuscule, peut-être une variation dans la neige, peut-être simplement la chance. Puis... une fraction de seconde, la balle frappe le visage de Simo. C'est une balle explosive, et l'impact est d'une violence extrême. Sa mâchoire explose sous le choc. Le côté gauche de son visage est pulvérisé. L'onde de choc traverse son crâne. Le monde devient blanc. Pas le blanc de la neige, un blanc intérieur. Un éclair brutal qui efface toute perception. Simo ne ressent presque pas la douleur, seulement la certitude qu'il vit ces derniers instants. Là, au milieu de cette forêt qui est devenue sa résidence. Seul, comme il l'a toujours été. Sa vie défile, une vie immobile à attendre et à tuer. Ses yeux se ferment, puis plus rien. Ses camarades postés non loin ont entendu le tir. Ils voient son corps immobile et rampent vers lui sous la menace alors que l'artillerie reprend. Des obus tombent à proximité, la neige explose autour d'eux. Malgré tout, ils atteignent enfin sa position et ce qu'ils voient est presque insoutenable. Son visage est méconnaissable. Ils pensent qu'il est mort. L'un d'eux témoignera quelques années plus tard. J'ai ramassé la moitié de son visage dans la neige. Littéralement la moitié de son visage étalé au sol qui me fixait. Il n'y avait aucune chance qu'il ait survécu. Mais en vérifiant son pouls, il y a encore un battement. Il l'évacue dans l'urgence sous les bombardements. Chaque secousse semble pouvoir être fatale. Simo est transporté vers un poste médical de campagne. Les médecins le considèrent comme un cas presque désespéré. Il est inconscient, son état est critique, la perte de sang est massive. Pendant plusieurs jours, il lutte entre la vie et la mort, mais son surnom, lui, continue de circuler au front. La mort blanche est-elle morte ? 13 mars 1940. Un cessez-le-feu est signé entre la Finlande et l'Union soviétique et la guerre d'hiver prend fin. Ce même jour, alors que l'histoire s'écrit, Simo Aya réouvre enfin les yeux, comme si son corps avait attendu la fin du combat pour revenir, comme si la guerre l'avait tenu en vie jusqu'à son terme. Il ne sait pas encore que son nom est devenu une légende.
Il ne sait pas encore qu'on comptera ses tirs. Simo subit de nombreuses opérations, mais malgré cela, son visage restera déformé à vie. Il ne devient pas politicien, ni une célébrité. Il retourne à la chasse, à la campagne, à la discrétion. Lorsqu'un journaliste lui demandera des années plus tard « Ressentez-vous des remords ?» il répondra simplement « J'ai fait ce qu'on m'a ordonné de faire, aussi bien que possible. » Pas de triomphalisme, pas d'arrogance, juste le devoir. Simo Aya vivra jusqu'à l'âge de 96 ans, avec seulement la moitié de son visage et le titre de plus grand tireur d'élite de l'histoire. Lui qui avait passé tant d'années à combattre dans le froid glacial de la forêt, s'éteindra en 2002, paisiblement au chaud dans son lit. Simo Aya n'était pas un super-héros, ni un monstre, c'était un pur produit de son environnement. Il n'a pas cherché la gloire ni la reconnaissance. La guerre l'a juste transformé, physiquement autant que psychiquement. Là, dans la neige, au milieu de cette guerre d'hiver, il n'y avait pas de haine, seulement la mission d'un tireur hors du commun. Et quelque part, aujourd'hui encore, dans les forêts de Finlande, lorsque le vent glacial siffle entre deux branches, l'écho de ces tirs résonne toujours. Ce bruit sec, que plus de 500 hommes n'ont pas eu le temps d'entendre avant de s'écrouler. Ce bruit sourd, qui fit frissonner toute une armée, et qui lui donna un surnom qu'aucun d'entre eux n'a jamais oublié. La mort blanche. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, écris Mochi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Et surtout n'oubliez pas qu'au cœur de chaque bataille, il y a toujours plus qu'un vainqueur et un vaincu.